Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue au téléstaff du mois de février. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, on va commencer. Super, merci pour les pouces en l'air. Donc, bienvenue au téléstaff qui porte le nom de Vieillir avec un handicap. Donc, à l'occasion de la loi, enfin, de l'anniversaire de la loi handicap, et aussi parce que vous avez été nombreux à nous solliciter pour évoquer ce sujet. Et ben voilà, on a chose faite, on a décidé d'en parler au mois de février. Et pour en parler, on accueille différents intervenants. C'est un téléstaff 100% féminin. Donc, pour parler de ce sujet, on accueillera le docteur Geneviève Bourgeois, qui est gériatre à la MDPH 45, qui vous parlera de l'aspect clinique de la prise en charge. Ensuite, Madame Sophie Blanchard, qui est directrice adjointe de la MDPH 18 et qui est accompagnée du docteur Aïda Jolivet, qui parlera davantage du volet administratif. Et ensuite, on aura Valérie Prévost, qui est la directrice adjointe du SAMSA de l'APF 45. Et la dernière intervention, ce sera Madame Bérangère Despienne-Juarez, qui est coordinatrice de l'équipe relais handicap rare sur la région Centre-Val de Loire. Donc, je vous rappelle que les micros sont volontairement coupés pour une meilleure dynamique de groupe, et puis on les ouvrira pour laisser place aux questions à la fin de chaque présentation. C'est un téléstaff qui est enregistré et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du CHRU de Tours dans quelques jours. Voilà pour la présentation, et puis je laisse la parole à Madame Bourgeois. Bonjour à tous. Voilà, donc vous avez entendu, il y a différentes présentations donc, qui vont se suivre. Donc moi, je vais commencer avec une partie plutôt clinique et quelques démarches qui pourront être faites quand on prend en charge des personnes en situation de handicap à partir du moment où le vieillissement survient sur un handicap du coup préexistant. Moi, je suis médecin hospitalier en gériatrie et je fais partie de la MDPH 45 pour l'analyse des demandes. Donc, dans ma présentation, on reprendra un petit peu la définition du handicap pour bien poser les choses et puis voir comment survient le vieillissement sur un handicap préexistant avec différents profils de patients pour définir la conduite à tenir finalement en fonction des profils. Et ensuite, on parlera du dossier médical MDPH et puis ça fera la transition avec la présentation suivante. Voilà, donc pour ce qui est du handicap, on sait que la loi de 2005 l'a présenté comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Je vous ai remis la définition complète parce qu'en fait, chaque terme est important et même dans notre analyse au niveau de la MDPH, voilà, on va faire attention à ce que chaque terme soit bien respecté pour pouvoir faire une ouverture de droit. Sur ces handicaps, il faut bien se rendre compte qu'on a des handicaps extrêmement polymorphes. Vous savez bien qu'en fonction d'un seul diagnostic, on va pouvoir avoir des présentations physiologiques, morphologiques et de retentissement complètement différentes. Donc, c'est important de garder en tête que les handicaps sont polymorphes et que du coup, le vieillissement sera également polymorphe en fonction du handicap et du coup du retentissement préexistant. On peut avoir des handicaps d'origine congénitale ou acquise. Dans le congénital, il y a bien sûr la génétique, les malformations, mais aussi le contexte de naissance qui va influer sur toute la vie. Et puis, dans les handicaps acquis, bien sûr, les pathologies, mais aussi les accidents. On va avoir différentes présentations. On a parlé de handicaps sensoriels, moteurs, psychiques, intellectuels. Et chacun va avoir une prise en charge vraiment spécifique et avec un vieillissement également spécifique et des choses particulières à rechercher. Malheureusement, on sait que dans le handicap, il y a souvent un accès aux soins qui est plus difficile que pour une personne de la population générale. Et cet accès difficile peut aggraver les risques de pathologie, les risques de comorbidité
et de retard diagnostique souvent ou retard de prise en charge. Donc, il va falloir faire attention à ça et c'est vraiment une des missions de toutes les équipes qui existent sur le handicap et sur le handicap vieillissant, de faire attention à ce que la prise en charge soit la plus précoce possible pour être au maximum dans la prévention, le dépistage et pouvoir prendre en charge les gens rapidement et au mieux de nos capacités à tous soignants. Donc, dans le vieillissement sur un handicap préexistant, on sait que les réserves physiologiques d'une personne en situation de handicap est diminuée par rapport à une personne de la population générale. En gériatrie, on parle souvent des ressources. Est-ce que la personne a la ressource de passer un cap pathologique difficile? Et donc, ces réserves chez une personne déjà en situation de handicap, on les sait diminuer et il va y avoir une baisse supplémentaire des capacités fonctionnelles sur des réserves déjà diminuées et des capacités déjà altérées. Et c'est ça qui va faire le vieillissement. Et ce qui est important aussi, c'est le mot baisse. Et on voit qu'il y a en fait une comparaison nécessaire parce qu'une personne handicapée a déjà des capacités qui vont être différentes d'une personne de la population générale, mais pour pouvoir se rendre compte du vieillissement, il faut qu'on puisse comparer avec ses capacités, non pas entre guillemets normales, mais les capacités fonctionnelles préexistantes voilà, ou antérieures au vieillissement. Il faut penser au vieillissement dans certains handicaps dès l'âge de 40 ans. Là, on sait par exemple que dans la trisomie 21, l'espérance de vie est de l'ordre de 65 ans. Donc, le vieillissement n'arrive pas à 65 ans, il arrive bien avant, dès l'ordre de 45 ans à peu près. Donc, il faut pouvoir faire une première évaluation dès 40 ans, dans l'idée de pouvoir justement avoir cette comparaison possible après diminution des capacités fonctionnelles. Bien sûr, le vieillissement apporte une augmentation des taux de pathologie tout simplement liés à l'âge et ce qui va pouvoir être accentué dans certains handicaps. Et puis, il y aura des éléments spécifiques à rechercher. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la trisomie 21, on sait qu'il y a plus de maladies d'Alzheimer que dans la population générale. Et donc, on va plus facilement aller chercher ça ou des apnées du sommeil, voilà, qui ont un taux beaucoup plus important que dans d'autres groupes de population. Donc, il faudra rechercher les éléments du vieillissement, ne pas oublier de comparer par rapport à un état antérieur pour pouvoir retrouver ces baisses de capacité et puis ne pas oublier les éléments spécifiques à chaque sorte de handicap qui vont survenir dans le vieillissement plus que dans la population générale. Par rapport au profil, en fait, si on ne va pas ranger les gens dans des catégories, ce serait pas déontologique, mais par contre, c'est important d'avoir des grands ordres d'idées pour pouvoir suivre les patients en fonction de leurs besoins. Et donc, il faudrait être capable de différencier un profil de patient pathologique, fragile ou robuste. Et donc, le vieillissement va s'exprimer différemment chez chacune de ces populations-là. Et pour pouvoir faire cette différence, il faut évidemment savoir retrouver les pathologies, alors en particulier les pathologies chroniques avec une perte d'autonomie. Si une telle pathologie est présente, on sera dans un profil pathologique avec une prise en charge spécifique. S'il n'y a pas de pathologie chronique avec perte d'autonomie, on va aller rechercher la fragilité. Il y a une définition particulière et dont on va parler juste après. Si on retrouve cette fragilité, on est dans le cas d'un profil fragile. Si on ne la retrouve pas, donc en cas d'absence et de pathologie chronique et de fragilité, dans ce cas-là, on sera chez un patient qui a un profil robuste et chez qui le vieillissement va certainement se passer très différemment. Donc pour revenir sur la fragilité, puisque c'est les pathologies, on sait les diagnostiquer, la fragilité, c'est parfois moins évident, mais quelquefois c'est une question de ressenti. Et si on creuse, on va aller chercher les critères qui définissent la fragilité. En particulier, une perte de poids involontaire de plus de 10% du poids global, une certaine faiblesse, un ralentissement moteur,
une sédentarité avec réduction des activités et des sorties, une vulnérabilité au stress, des gens qui sont beaucoup plus impactés par certaines situations difficiles à vivre, et puis un retrait social. Il y a des éléments plus précis, par exemple pour la faiblesse, on peut tester la force musculaire, voilà, ou le, comment dire, le périmètre du mollet, par exemple, pour voir s'il y a effectivement une diminution de masse musculaire. Il y a aussi des échelles de fragilité qui vont utiliser ces critères-là. Donc le SEGA chez des personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, l'ICOP qui est en cours de développement au niveau de l'ARS et dont je pense Madame Poutot pourrait nous reparler au niveau de l'ERVMA. Et puis une échelle qui a été évaluée dans sa forme anglaise et qui est on va dire, qui a été traduite, qui est en cours d'évaluation dans sa forme française, c'est le Short FIID, qui est la recherche de la fragilité chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et vous verrez qu'il y a des scores, comme on peut faire le MMS chez une personne de la population générale pour avoir une idée d'une déficience neurodégénérative. Ce score, il va falloir bien sûr l'adapter s'il y a une personne qui a une déficience intellectuelle. Et donc, c'est pareil, il y a des échelles qui existent. Donc, vous pouvez les retrouver et les utiliser. Une fois qu'on a défini ce profil, on va pouvoir adapter notre prise en charge. Quelqu'un qui va se retrouver dans un profil robuste, il va falloir insister sur la prévention primaire avec de l'activité physique, avec de l'activité sociale, etc. Et puis, ne pas oublier le dépistage, tout comme dans la population générale. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus, qu'il ne faut pas oublier ce qu'on fait dans la population générale. Pour ce qui est du profil, un patient qui se retrouverait dans un profil fragile, on va essayer de corriger les fragilités, faire de la prévention secondaire et toujours, vraiment, sans oublier le dépistage, puisqu'il y a d'autres pathologies qui peuvent apparaître. Et dans le profil pathologique, si un patient se retrouve dans cette situation-là, on va évidemment traiter les pathologies, et on va y revenir juste après, faire la correction des fragilités sous-jacentes, de la prévention tertiaire et puis toujours bien penser au dépistage. Donc on va développer un petit peu ces prises en charge. Donc la prévention primaire, hein, vous savez que c'est de la prévention en dehors de tout antécédent ou de signe clinique. Et c'est là qu'on retrouve notre activité physique adaptée, une nutrition équilibrée, un lien social surtout à conserver, hein. On sait que dans les facteurs de risque de pathologie neurodégénérative, il y a une rupture du lien social. Donc ça, c'est vraiment important de faire cette prévention, voilà. Alors chez la population générale, bien évidemment, et encore plus chez une personne en situation de handicap qui a des ressources diminuées, comme on l'a dit, et qui donc va être forcément plus fragile de ce point de vue-là. Le dépistage, comme on a dit, même dépistage que dans la population générale, cancer du sein, cancer du testicule, cancer du côlon, la tension artérielle, etc., les déficits sensoriels qui peuvent apparaître, voilà, ça comme dans la population générale. Mais à cela, on va rajouter des dépistages spécifiques. On en a parlé tout à l'heure, le syndrome d'apnée du sommeil qui est très fréquent dans le cas d'une trisomie 21, mais on va, même si on n'a pas forcément des signes cliniques très flagrants, à partir d'un certain âge de la trisomie 21, il faut systématiquement rechercher un syndrome d'apnée du sommeil parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences qui ne vont pas forcément s'exprimer directement de la manière dont on connaît le syndrome d'apnée du sommeil dans la population générale. Et en particulier, il peut apparaître des troubles du comportement, une dépression, etc. Donc voilà, des dépistages spécifiques. Autre exemple, bien sûr, l'arthrose dans un cas de handicap spastique, parce qu'il y a les handicaps intellectuels, mais aussi moteurs, évidemment, avec des complications qui vont être bien différentes et qu'il va falloir aussi dépister de façon systématique pour pouvoir faire de la prévention ou du traitement précoce
pour avoir un vieillissement le plus possible en bonne santé avec une qualité de vie préservée. Donc, on continue dans nos profils. Quand on arrive à un profil de fragilité, on essaye de corriger les fragilités. Donc, s'il y a une obésité qui est apparue ou au contraire une perte de poids, on va essayer de corriger au niveau de la nutrition, au niveau des supplémentations vitaminiques ou hormonales si nécessaire, et faire bien sûr un accompagnement psychosocial qui va permettre de remettre du lien social, de réapporter de l'aide, d'éviter le retrait social, et puis les troubles du comportement du type apathie, voilà, ou apparition de signes préexistants à la dépression. Voilà, donc corriger les fragilités pour que la personne ne passe pas d'un profil fragile à un profil pathologique. On fera également de la prévention secondaire quand il y a un événement aigu. Il faut évidemment essayer que cet événement ne se reproduise pas en mettant soit un traitement, soit une prise en charge non médicamenteuse adaptée à cet événement, encore une fois, pour revenir à un profil soit robuste, soit au moins fragile, mais sans pathologie chronique. Ensuite, quand on est malheureusement dans un profil de pathologie chronique donnant lieu à une perte d'autonomie, il faut absolument traiter les pathologies. Ce n'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'on ne va pas lui donner un traitement pour bien équilibrer sa tension artérielle ou faire une intervention au niveau cardiaque. Voilà. La situation de handicap ne doit pas nous faire diminuer nos prises en charge. On peut avoir le même problème dans le handicap et dans le grand âge où on pourrait avoir tendance à dire non, c'est pas la peine, ou il va pas comprendre, ou il va pas en bénéficier. Attention, on doit rester dans des critères de bénéfice-risque objectifs, et pour cela, il faut connaître l'évolution du handicap, il faut connaître le retentissement actuel, l'autonomie. Et c'est pour ça que l'évaluation et la réévaluation, la comparaison de l'autonomie doit toujours être faite avec précaution, et en particulier avec l'entourage, que ce soit l'entourage soignant ou l'entourage familial, pour bien pouvoir comparer les choses avec une situation antérieure. Et comme dans le grand âge, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le sous-usage, c'est-à-dire qu'on aurait tendance quelquefois à diminuer la posologie de certains médicaments. Alors, on le voit plus dans le grand âge que dans le handicap, mais en tout cas, il faut y faire attention. Et ce n'est pas parce qu'il y a un handicap préexistant ou un vieillissement surajouté en plus qu'il faut diminuer les posologies des médicaments ou moins les utiliser. Il faut simplement adapter à la fonction rénale, au poids, etc., comme on fait d'habitude dans la population générale. Donc, bien traiter les pathologies pour, encore une fois, essayer d'avoir quelque chose le plus équilibré possible et ne pas être dans l'aggravation qui va donner lieu à un vieillissement également aggravé. Et puis dernièrement, bien sûr, la prévention tertiaire, puisque qui dit pathologie chronique dit complications possibles. Et donc, la prévention tertiaire est vraiment la prévention de ces complications. Tout en pensant bien que même une personne qui est dans un profil pathologique doit recevoir les soins de prévention et avoir les dépistages toujours de la population générale. Hein, ce n'est pas parce qu'on a un handicap avec en plus une pathologie chronique qu'on ne doit pas avoir le dépistage pour le cancer du sein, le cancer du côlon, etc. Hein, il faut bien éviter les comorbidités et donc continuer à bien faire ce dépistage. Et puis évidemment, toute la prévention avec toujours de l'activité physique. Alors, elle va être encore plus adaptée s'il y a une pathologie chronique en plus, avec une perte d'autonomie. Mais en tout cas, bien garder en tête ces éléments, toujours dans une idée de prévention et de maintien de la qualité de vie. Je crois que c'est vraiment le maître mot. Alors, pour nous aider, on a différents dispositifs. On a des consultations avec un accueil spécifique dans certains CHU qui s'appellent les handiconsultes, ou certains libéraux aussi qui peuvent adapter leur façon de faire et leurs locaux pour
bien pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc, il faut évidemment bien prévenir les partenaires et puis, si possible, avoir un soignant ou un membre de la famille accompagnant. On a aussi des associations qui font, par exemple, de la formation. Alors, Madame Prévost, je pense, nous parlera bien de l'APF et des formations qu'ils proposent et de toute l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Mais c'est un exemple, hein, il y en a aussi d'autres qui apportent de la formation ou de l'aide au parcours. Je pense à l'association Coactis Santé qui fait des fiches HandiConnect. Donc, si vous avez des situations de handicap où vous n'êtes pas très à l'aise et vous avez besoin de voir quelles sont les choses à ne pas oublier, quelles sont, comme je vous ai dit, par exemple, l'apnée du sommeil dans la trisomie 21, bon, bah, voilà, ils ont fait un certain nombre de fiches où on a des parcours un peu facilités. Voilà. Donc, il y a d'autres associations, évidemment, d'autres choses, et puis qui dépendent beaucoup du réseau local, départemental, régional. Donc, c'est ça qu'il faut construire autour de nos établissements ou de nos activités pour avoir les bons acteurs pour nous aider dans ces prises en charge. On a également des équipes spécialisées qui sont composées à la fois alors, pas forcément gériatres, mais gérontologues en général, une équipe formée à la gérontologie, et également avec cette casquette du handicap, et qui peuvent vraiment faire la part des choses entre ce qui relève de l'un, de l'autre, et puis ce qu'il va falloir traiter de façon vraiment globale et conjointe. Donc c'est pareil, il faut intégrer un réseau. Je mets là l'exemple aussi des unités pour personnes handicapées vieillissantes, parce que ce sont justement des lieux de vie vraiment mixtes avec la double casquette géronto et handicap, où vous trouvez des soignants qui ont vraiment l'habitude de cette prise en charge conjointe. Il y a aussi des consultations qui peuvent être mises en place avec également cette double casquette. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces équipes, ne serait-ce que pour avoir un conseil téléphonique, pour vraiment bien prendre en charge nos patients, nos résidents, au moment où il y a cette intrication du vieillissement par-dessus un handicap préexistant. Et un moment clé, ça va être bien sûr le changement du lieu de vie, s'il y a besoin, soit parce que les parents ne peuvent plus assumer l'aide, soit parce que le lieu de vie qui était peut-être déjà un établissement médico-social n'est plus adapté aux capacités de la personne, et donc il va falloir changer. Et pour ça, il faut bien préparer les choses, puisque dans le secteur du handicap, on sait très bien faire en changeant d'établissement, par exemple d'un foyer de vie à un foyer d'accueil médicalisé. Il va y avoir des stages d'adaptation, etc. Ça, c'est très bien mené dans le secteur du handicap. Par contre, l'entrée en EHPAD, en général, se fait de façon finalement assez brutale. Et chez ces personnes particulièrement fragiles sur la vulnérabilité au stress, sur le changement de lieu de vie, etc., c'est quand même des lieux de vie qu'ils ont habités pendant très longtemps. Donc, attention à la préparation d'un changement de lieu de vie, et bien faire comme ce qui est fait dans le secteur du handicap, préparer les choses, faire une consultation de préadmission, faire des visites des locaux, des stages éventuellement, si ça peut se mettre en place. Voilà, et bien accompagner ce changement qui peut être vraiment critique. Et dans ce changement, dans ce parcours, l'unité pour personnes handicapées vieillissantes peut avoir un vrai rôle, puisque c'est des unités de vie temporaire qui peuvent vraiment faire le passage entre un établissement spécialisé dans le handicap et un EHPAD entre guillemets plus classique, mais où le changement de l'un à l'autre peut paraître brutal, et là ça va faire une transition intéressante. Voilà. Mais il faut le prévoir suffisamment à l'avance, parce que pour entrer dans une UPHV, il ne faut pas avoir une perte d'autonomie trop importante. Donc, il faut, encore une fois, anticiper les choses, préparer les choses, mais ça peut être vraiment un bon relais. Et pour pouvoir avoir accès aux aides, y compris les aides financières, c'est là qu'il va falloir faire les dossiers. Alors évidemment, avec l'aide d'une assistante sociale ou d'un assistant social, ou d'un CESF, hein, voilà, d'un travailleur social en tout cas,
et de façon vraiment pluridisciplinaire en équipe, puisque c'est des dossiers qui comprennent des volets administratifs, médicaux, soignants, etc. Et donc, on peut faire un dossier à ce qu'on appelle la MDA, puisque la MDPH va prendre dans tous les départements le nom de MDA, puisque ça va englober, Maison de l'autonomie, MDA, va englober à la fois la partie MDPH, donc la partie pour les personnes en situation de handicap, et l'APA. Alors, c'est plus de l'activité physique adaptée, là, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est délivrée aussi par le conseil départemental après un dossier. Donc, mes collègues de l'équipe de la MDPH 18 vont être beaucoup plus précis sur toutes ces aides. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des aides à la fois financières, techniques, les fameuses cartes de stationnement et de priorité, mais aussi des orientations selon si la personne a besoin d'un établissement, d'un service d'aide. Et là, vous allez avoir Madame Prévost qui va vous parler du SAMSA, du SAVS, qui sont des services d'aide et qui vont nettement améliorer la qualité de vie de la personne. Voilà. Et puis ensuite, après 60 ans, l'APA, donc comme je vous ai dit, allocation personnalisée d'autonomie, qui va demander également un dossier auprès de la MDA. Et puis évidemment, il y a d'autres démarches sociales, l'aide au logement, l'aide sociale, etc. Mais même l'aide sociale, par exemple, quand il y a, pour revenir à l'unité pour personnes handicapées vieillissantes, l'aide sociale va être liée à la reconnaissance du handicap. Donc, il ne faut pas chanter cette étape du dossier de la MDA pour pouvoir avoir accès à d'autres aides. Donc ça, c'est important aussi. Voilà. Alors, sur certains départements, dans le 45 en tout cas, on peut avoir accès au dossier MDPH en ligne. Sinon, on peut toujours le réaliser sur papier, même dans un département où c'est faisable en ligne. En tout cas, dans le 45, cet accès en ligne est assez pratique. On peut télécharger les certificats pour les faire remplir, ensuite les mettre dans le dossier en ligne assez facilement, y revenir pour le modifier ou le compléter. Donc ça, c'est faisable et on peut aider nos patients à faire ça ou le faire avec eux. Et pour la partie médicale, je vous ai mis une petite partie, juste un des onglets de la partie d'analyse de l'autonomie. Mais parce qu'il me semble que c'est important de bien avoir en tête que l'évaluation de l'autonomie pour un dossier d'APA n'est pas la même chose que l'évaluation de l'autonomie pour un dossier MDPH. En réalité, une personne pour qui on demande l'APA, si, pour vous donner un exemple très concret, si elle peut se débrouiller en fauteuil roulant pour aller chercher son courrier, pour passer de son lit à son fauteuil toute seule, on va la décrire comme autonome. Alors qu'une personne en situation de handicap avant 60 ans, si elle a besoin d'un fauteuil roulant et qu'elle ne peut pas marcher sans le fauteuil roulant, on va la mettre ici dans la petite case D pour la marche, puisque en fait, sans son matériel, sans son fauteuil roulant, elle ne pourra pas marcher du tout. Et donc, vous voyez que dans l'évaluation de l'autonomie pour la partie handicap, il faut évaluer la personne sans son matériel. Alors que dans un dossier APA, on va évaluer la personne avec son matériel. Et ce qui va être très différent dans le remplissage des grilles et ce qui n'est pas forcément évident pour un médecin qui fait à la fois des grilles agir pour un dossier d'APA et des grilles pour un dossier du handicap et qui peut avoir le réflexe parfois de le remplir de la même façon. Donc, n'oubliez pas, évaluation sans le matériel pour le handicap. Et nous, dans les équipes des MDPH, ce qu'on va rechercher, ce n'est pas tant un diagnostic qu'un retentissement. Le retentissement est vraiment ce qui va avoir le plus d'importance parce qu'on sait bien, pour revenir à la trisomie 21 ou pour donner un autre exemple pour la sclérose en plaques, par exemple, ce sont des diagnostics qui vont rester tout au long de la vie, mais dont le retentissement va être très différent. Alors, soit pour la trisomie 21, selon le degré d'atteinte,
soit pour la sclérose en plaques, selon l'évolution. En début d'évolution, la personne pourra encore bien marcher et avoir une motricité fine, etc. Alors qu'en fin d'évolution, ça sera plus compliqué et donc il faudra réévaluer cette autonomie. Et ce n'est pas parce que le diagnostic reste le même qu'on va faire ce qu'on appelle un certificat simplifié en ne le remplissant pas et en mettant juste le diagnostic. Donc, c'est très important pour nous pour pouvoir ouvrir les droits au bon moment et de façon ajustée, qu'on ait bien cette idée du retentissement. Donc, ça peut paraître parfois fastidieux à remplir, mais c'est très important que le retentissement vraiment au quotidien soit rempli. Alors là, j'ai mis que la partie sur les déplacements, mais vous verrez tout à l'heure qu'il y a toute la partie sur les activités de la vie quotidienne. Est-ce qu'on peut manger seul? Est-ce qu'on peut faire sa toilette seul, etc. Et ça, c'est très important de le remplir dès qu'il y a une évolution, de bien le faire paraître, y compris en notant à la main une journée type, par exemple, dans la partie projet de vie. Ça peut se faire et ça peut bien éclairer les équipes pluridisciplinaires qui vont prendre les décisions et proposer des ouvertures de droit. Et pour ce faire, il faut que la limitation de l'activité soit bien comme la définition qu'on a vue au début, une limitation d'activité substantielle, durable, et qu'on retrouve une lésion responsable, un handicap responsable. Et donc, on a ce critère que ça dépasse 1 an ou que ce soit de façon prévisible supérieure à 1 an. Ça, c'est le diagnostic qui va nous le donner. Mais aussi, il faut bien nous mettre les dates, depuis quand ça dure, depuis quand le retentissement est aussi important, etc., pour qu'on puisse faire l'ouverture de droit. Quelqu'un qui, par exemple, se casserait la jambe ou aurait quelque chose de plus embêtant, mais qui a une chirurgie qui est prévue, ça ne sert à rien de faire le dossier juste avant la chirurgie. Il faudra attendre le retentissement après la chirurgie pour voir ce qui est stable, si c'est stabilisé. Les ouvertures de droit par la MDPH sont sur des choses quand même, comme on dit, substantielles et durables, donc c'est des choses qui sont bien en place et pas des choses qui vont évoluer rapidement vers une amélioration. Voilà, donc bien faire attention à tout ça et ça fait la transition avec mes collègues de la MDPH du Cher pour continuer sur ce sujet de vieillir avec un handicap. Voilà, merci beaucoup à tous. Eh bien, merci, Dr Bourgeois. Donc, on prend le relais au niveau de la MDPH du Cher, enfin, un conseil départemental à MDPH. Alors, nous, on n'est pas organisé en label MDA, comme vous avez cité, mais c'est un peu tout comme. On est une direction autonomie qui regroupe les 2 volets des politiques personnes âgées, personnes handicapées, et donc la MDPH est intégrée dans cette direction autonomie. Donc, je présente avec le docteur Aïda Jolivet un peu plutôt là, du coup, l'aspect des dispositifs d'aide qui peuvent être accordés par la MDPH, le département et plus largement les caisses de retraite, puisque parfois, selon la perte d'autonomie, on n'est pas encore dans une perte d'autonomie importante, même pour des personnes handicapées vieillissantes. Et donc, parfois, c'est les caisses de retraite, les dispositifs de caisses de retraite qui peuvent prendre le relais. Donc, on va passer peut-être à la diapo suivante. Donc, en fait, l'idée, c'est que je vous présente les dispositifs d'aide, alors succinctement, mais après la présentation, si vous avez des questions un peu plus dans le détail, je pourrai toujours compléter. J'ai voulu faire ici un petit peu le comparatif entre la PCH, la prestation de compensation de handicap, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, et puis les aides caisses de retraite, en mettant en avant quelles sont les spécificités de chacune de ces aides et comment elles s'articulent les unes avec les autres, puisqu'elles ne sont pas cumulables les unes avec les autres. Ensuite, je vous présenterai un peu les autres aides aux personnes handicapées vieillissantes qui peuvent être accordées par la MDPH. Alors, j'ai accentué plus sur les cartes mobilité-inclusion, les orientations en établissement ou service, dont les SAVS qui seront ensuite présentées par une autre collègue du 45, et puis l'aide sociale à l'hébergement qui a été citée tout à l'heure, donc parce que, en effet, les personnes qui rentrent en établissement, que ce soit personnes handicapées ou même âgées, le département peut financer les frais d'hébergement dans ces structures. Et puis, j'ai voulu mettre en avant un petit peu que dans la problématique de vieillir avec un handicap, il y a des lieux de vie qui peuvent être différents, qui sont en priorité, bien sûr, la vie à domicile. Mais quand la vie à domicile n'est plus forcément possible, dans son domicile privé, en tout cas, la personne handicapée vieillissante va devoir aller soit dans un établissement social et médico-social, dans d'autres types d'habitats, comme les habitats inclusifs qui se développent de plus en plus. On en a quelques-uns, nous, sur le Cher, qui se développent beaucoup.
Et puis, je voulais aussi citer le dispositif d'accueil familial social, en tout cas, qu'on a aussi en présence un peu historique sur le Cher. Et puis, on terminera sur les difficultés soulevées dans la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, mais qui ont déjà été un petit peu abordées tout à l'heure, mais c'était pour mettre un peu sur le papier un petit peu les grandes problématiques qui se posent aujourd'hui dans cette prise en charge. Donc là, je vous ai mis en parallèle juste les premières pages des 2 formulaires. En fait, une personne handicapée, donc vieillissante, elle a 2 options. Elle peut soit déposer une demande auprès de la MDPH. Dans cette demande, le formulaire de demande d'MDPH, il va permettre notamment alors, de demander la prestation de compensation de handicap, mais plein d'autres aides. L'âge qui a été cité tout à l'heure, qui est une allocation qui apporte des ressources. Alors, quand les gens sont plus jeunes, mais ici, je n'ai pas voulu développer, mais il y a tout ce qui est reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, les orientations professionnelles, etc. Et c'est même le formulaire qui est utilisé pour les enfants en situation de handicap. Donc, pour un adulte en vieillissant, en situation de handicap, il peut, si il a des pathologies qui existaient avant l'âge de 60 ans et qui avaient déjà des répercussions sur son autonomie avant ses 60 ans, il peut déposer une demande auprès de la MDPH sans limite d'âge. Donc ça, c'est il y a quelques années que ça a été changé, c'est assez récent, où la limite d'âge de 75 ans a été supprimée. Maintenant, même une personne âgée de 80 ans, si elle peut prouver qu'avant ses 60 ans, elle avait déjà une pathologie existante qui impactait sa perte d'autonomie et qu'elle répondait déjà aux critères de la PCH, elle peut demander une PCH. On va voir que c'est là qu'est la difficulté souvent, enfin le médecin peut le dire, c'est que des fois c'est difficile d'obtenir des éléments médicaux très anciens parce que les médecins traitants sont parfois plus là, plus en exercice, voire décédés, et les personnes n'ont pas forcément gardé les justificatifs. Dans cette demande d'MDPH, ce qui est important de souligner, c'est qu'obligatoirement, il y a un certificat médical qui doit être fourni, soit rempli par le médecin traitant ou par tout autre médecin spécialisé qui peut suivre la personne. Et là, du coup, il y a aussi, alors je peux peut-être laisser le docteur Givet dire qu'on a des fois des situations où on se débrouille autrement pour étudier la demande. Enfin, si vous voulez compléter un Oui, peu. compléter, mais moi, là, par rapport au certificat médical et aux éléments qui sont donnés dans ces certificats médicaux, je reviendrai sur ce qui vient d'être dit dans l'intervention précédente, l'importance pour nous de parler de diagnostic sur les certificats médicaux, mais surtout du retentissement de ces affections sur la personne, puisque c'est là-dessus qu'on va évaluer, on ne va pas évaluer. Bien sûr qu'on a besoin du diagnostic pour s'assurer que ça dure plus d'1 an, etc., ce qui a été dit tout à l'heure, mais en plus pour pouvoir mesurer l'impact de ces pathologies, parce qu'il est très variable en fonction des personnes, et c'est surtout ça qui nous intéresse pour évaluer l'acceptation ou non de la prestation demandée. Sinon, voilà. Sinon, donc nous, alors dans le Cher, on a une tolérance un peu, parce que c'est, je vous dis, un certificat obligatoire, mais alors c'est vrai qu'on a la difficulté pour certains usagers, enfin beaucoup de personnes ont difficulté pour avoir un médecin traitant. Donc on a la possibilité, on offre la possibilité aux gens de nous adresser des éléments médicaux, même si ce n'est pas le certificat médical certifié. Et on étudie avec les éléments médicaux en notre possession, que la personne soit des bilans voilà, de divers spécialistes, des anciennes ordonnances ou autres. Et si besoin, éventuellement, on a un cabinet médical itinérant aussi sur le Cher qui peut spécifiquement recevoir voilà, des demandeurs qui n'auraient pas de certificat médical parce que pas de médecin traitant. En tout cas, la PCH, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une aide qui n'est pas cumulable avec certaines aides, dont l'APA qu'on va présenter, ou l'allocation compensatrice tierce personne, qui était l'ancienne aide, on va dire, antérieure à la PCH. Elle peut être, la PCH cumulée, on va le rappeler, avec partiellement avec la majoration tierce personne, qui peut être versée par une caisse de retraite, mais elle est cumulable partiellement, dans le sens où c'est si vraiment le plan PCH est plus important que la majoration tierce personne, il peut y avoir un delta de versé. Et puis, on souligne quand même que il y a eu des évolutions de critères d'accès à la PCH depuis 2023 qui élargissent l'accès à la PCH pour des personnes qui ont des critères de PCMT, en fait, avec des troubles un peu voilà, d'ordre psychique, voilà, qui permet d'élargir un peu voilà, l'aide à un public différent que des personnes qui, par exemple, des personnes des fois autistes, syndrome autistique, n'avaient pas forcément accès. Et ça a aussi permis de mettre une prestation de soutien à l'autonomie récemment, donc qui peut être aussi accordée pour ces personnes.
Donc, si la personne handicapée, si la personne qui devient âgée n'avait pas forcément les critères d'accès avant 60 ans pour demander cette demande PCH, elle va plutôt du coup s'orienter vers une demande d'APA, ou alors c'est plutôt une demande d'aide à l'autonomie, puisque c'est un nouveau formulaire aussi là pour le coup qui a été cerfatisé et qui est national et qui est utilisé par tous les départements et les principales caisses de retraite que sont la CARSAT et la MSA. Donc, c'est un formulaire unique pour lequel, alors là, le certificat médical n'est pas obligatoire, même s'il est plutôt conseillé quand même pour l'APA. En tout cas, il n'est pas obligatoire. Et puis, le dépôt de la demande doit se faire après donc 60 ans. Il n'est pas non plus, les demandes ne peuvent pas être cumulées avec une ACTP, une PCH. L'APA n'est pas cumulable avec la caisse de retraite, puisqu'en fait, c'est justement le GIR qui est évalué donc par un médecin ou par un travailleur social qui va déterminer si la personne rentre dans le champ de l'APA, c'est-à-dire si elle est reconnue en GIR 1 à 4, ou si elle rentre dans le champ des aides type aide ménagère, aide versée par les caisses de retraite, donc lorsqu'elle est reconnue en GIR 5-6. Il y a aussi, donc pour déterminer en fait ce formulaire unique, il y a 4 questions qui sont posées dans ce formulaire qui permettent d'orienter le demandeur vers le dépôt de la demande auprès du département quand c'est une demande d'APA. Donc là, il y a quelques questions qui sont demandées pour savoir si la personne, elle arrive seule ou pas, ou même avec difficulté à se lever, si elle arrive seule à s'habiller, si elle arrive seule à faire sa toilette ou à manger aussi seule. Et c'est ces critères-là qui vont déterminer si elle a une perte d'autonomie dans les actes essentiels de la vie et qui vont plutôt orienter la demande vers une évaluation APA. Le département, en tout cas, j'ai mis en parallèle juste pour les GIR 5-6. Je ne sais pas si tout le monde sait bien, il y a une distinction. Normalement, c'est les caisses de retraite qui financent les aides ménagères, sauf pour les personnes âgées qui ont des faibles ressources ou pour les personnes en situation de handicap, d'ailleurs, qui ont des faibles ressources, c'est-à-dire qui ont moins que le minimum vieillesse, qui ont jusqu'au minimum vieillesse en termes de ressources. Là, dans ces cas-là, c'est l'aide sociale du département qui peut financer l'aide ménagère. Sinon, au-delà, avec des ressources supérieures, c'est les caisses de retraite qui peuvent financer. Donc, j'ai là ici voulu vous présenter la PCH, les grands types d'aides que peut financer la PCH. Alors, tout d'abord, l'aide principale, c'est les aides humaines. Les aides humaines, ça peut prendre la forme d'une intervention d'un service prestataire, d'un service mandataire, d'un emploi direct ou d'un aidant familial, puisque justement dans la PCH, on peut aussi dédommager l'aidant familial. Donc, c'est quelqu'un qui a un lien vraiment familial avec le bénéficiaire, un enfant, un petit enfant, un frère, une sœur. Et là, pour le coup, il peut y avoir un dédommagement financier de l'aidant familial. On peut aussi prendre en charge des frais pour les personnes qui sont en accueil familial social, que j'expliquerai tout à l'heure, pour l'aide qu'apporte cet accueillant familial à la personne. Donc, l'aide humaine, elle est là pour financer les besoins en termes d'entretien personnel, donc d'aide à la toilette, au lever, au coucher, etc. Les déplacements, la participation à la vie sociale, les courses. Mais attention, dans la PCH, on ne peut pas financer l'aide au ménage et au linge. La seule chose qui peut être quand même reconnue, c'est l'aide à la vaisselle qui accompagne la préparation des repas. Mais sinon, le ménage et le linge ne peut pas être financé dans le cadre de la PCH, qui est différent de l'APA, qui, elle, peut financer. Et j'insiste là-dessus parce que c'est des fois cette différence qui fait que la personne handicapée vieillissante va opter pour l'un ou l'autre des dispositifs. Par contre, une personne en situation de handicap, si elle a des ressources de pas plus que le minimum vieillesse ou l'AAH, elle peut bénéficier sous condition d'un taux d'incapacité de 80% ou d'un taux de 50-79%, mais avec une restriction substantielle durable d'accès à l'emploi, elle pourrait bénéficier de l'aide sociale du département pour l'aide ménagère. Donc, la PCH, elle peut aussi financer des aides spécifiques ou exceptionnelles. Donc, par exemple, l'abonnement à une télé-alarme, l'achat de gants, d'alaises, des surcoûts de frais de vacances, de vacances adaptées, donc le surcoût lié au handicap, des frais de pédicurie, des accueils de jour, etc. La PCH peut également, alors c'est quand même souvent utilisé, financer de l'aménagement de logement ou du véhicule de la personne ou de son entourage.
Des surcoûts aussi de frais de transport pour se rendre notamment dans un établissement ou des transports réguliers. On peut financer également des aides techniques, l'achat d'aides techniques qui ne seraient pas financées par la sécurité sociale ou pas complètement financées par la sécurité sociale. Et puis, des aides animalières, alors là, c'est très exceptionnel. C'est pour les personnes qui ont un chien guide ou un chien d'accompagnement. Voilà. Donc, la PCH peut financer, alors non pas l'achat du chien qui, en général, est fourni par des associations, voilà, mais plutôt tous les frais vétérinaires, de nourriture, etc. pour le chien. Donc voilà pour le financement de la PCH. Ensuite, sur l'APA, donc elle finance également des aides humaines, comme pour la PCH, de l'intervention d'un prestataire, d'un service mandataire, de l'emploi direct. Ce qu'il faut souligner ici dans le cadre de l'APA, c'est qu'en emploi direct peuvent être employées toute personne, sauf le conjoint ou le concubin. Le conjoint et le concubin, dans le cadre de l'APA, on estime qu'il aide bénévolement son conjoint ou son concubin. Il ne peut pas faire l'objet d'un versement de salaire ou d'un dédommagement de l'aidant familial, comme c'est le cas pour la PCH. On peut financer dans l'aide humaine aussi les frais d'accueillant familial, pour ceux qui sont en accueil familial social. Et puis, tout ça, dans l'APA, voilà, on finance de l'aide à la personne, de la toilette, de l'habillage, de la surveillance, la prise des repas, la préparation de repas. Depuis un peu plus d'un an également, depuis 2024, on peut financer des heures de lien social qui a été permis, c'est un peu nouveau. Au-delà des plafonds GIR, on peut accorder jusqu'à 9 heures par mois d'aide à domicile pour favoriser le lien social, que ça soit au sein du domicile ou à l'extérieur. On peut financer aussi du ménage, de l'entretien du linge, des courses ou la garde de nuit. Les autres frais qu'on peut financer dans l'APA, il y a le portage de repas, les frais de téléalarme, les frais de change, l'aide au répit des aidants. Donc, il y a aussi des enveloppes dédiées à l'aide au répit des aidants, en plus du plan d'aide APA qui permettent de financer un relais ou quand l'aidant est hospitalisé ou lorsqu'il veut souffler, partir par exemple en vacances ou simplement avoir des activités régulières et qu'il ne peut pas laisser la personne âgée seule. Il peut y avoir un relais à domicile ou un hébergement temporaire dans un établissement, etc. L'APA peut financer également des aides techniques. J'en ai cité quelques-unes. Il peut y avoir dans ce cas-là aussi une aide complémentaire de la conférence des financeurs lorsque le plan d'aide APA est au maximum. Donc là, c'est l'évaluateur de l'APA, le travailleur social, qui va proposer automatiquement l'aide de la conférence des financeurs. En tout cas, nous, dans le Cher, on l'utilise systématiquement. Elle est peu utilisée, mais voilà, c'est un dispositif qui permet aussi de financer des achats d'aides techniques. Et puis, on peut financer des aménagements de logement et puis des aides en établissement comme les frais d'hébergement temporaire ou les frais d'accueil de jour. Donc, tout ça, ça rentre dans un plan d'aide APA que je vais vous mentionner tout à l'heure, les plafonds, parce qu'il y a un maximum financier qu'on peut accorder par mois, qui n'est pas tout à fait le même entre les deux dispositifs. Je me permets juste de vous couper juste pour faire le maître du temps. Ouais. Si c'est aussi d'accélérer un petit peu parce qu'il est déjà 14h48. Ouais, je vois alors, ok. Désolée. Merci. Je vais essayer de faire assez vite. Donc, du coup, la caisse de retraite, là, c'est quand c'est les GIR 5-6. Donc là, je vous ai noté, alors c'est moins, voilà, les différents axes, ils financent des aides humaines, des prestations de prévention et des programmes de prévention. On va passer du coup peut-être... donc ça, c'est toujours le même formulaire que l'EDA. Et puis ici, je vous ai justement mis les trois tableaux qui distinguent les prises en charge financières entre la PCH, où là, vous voyez en fait que chaque type d'aide que je vous ai cité, il y a des plafonds sur 10 ans qui sont accordés maximum, mais qui sont du coup assez importants quand même et qui permettent en général de financer bien les besoins de la personne en situation de handicap. Le plafond de l'APA, alors les GIR ont quand même été revalorisés, ils le sont chaque année. Il y a quand même eu un effort ces dernières années, parce que les tarifs aussi de services d'aide à domicile sont quand même aussi de plus en plus chers. Un GIR 1, donc pour une personne qui est la plus dépendante, c'est un peu plus de 2 000 € par mois que le plan d'aide APA peut financer. Et un GIR 4 qui rentre donc du coup dans la perte d'autonomie, c'est jusqu'à presque 800 € par mois que l'on peut accorder. Or, en dehors de l'aide au répit qui peut aller en plus. Et puis les aides caisse de retraite, je n'ai pas cité ici parce que chacune a sa propre politique spécifique, mais en gros, c'est des fois entre 7 et 10 heures d'aide à domicile par mois qui sont toujours réalisées par des services prestataires.
plus il y a les actions de prévention. On peut passer à la suivante, du coup. Donc là, je voulais quand même citer, oui, l'articulation entre ces 3 dispositifs. Donc, en tout cas, nous, dans le Cher, j'explique notre situation, c'est qu'au sein de notre direction autonomie, PAPH, MDPH, ce sont les mêmes personnes, donc un travailleur social qui évalue l'APA, la PCH, il manque un petit H, et l'aide ménagère au titre de l'aide sociale. Donc, c'est un avantage parce que du coup, ils ont une vision globale et ils vont orienter la personne vers le meilleur dispositif. Il n'y a en général qu'une seule visite du coup d'un travailleur social pour l'ensemble des évaluations des différentes aides. Le département, on a signé également une convention de reconnaissance mutuelle des évaluations avec la CARSAT et la MSA de la région Centre-Val de Loire, qui utilisent le même formulaire que nous pour simplifier le parcours des personnes âgées. Donc, c'est-à-dire que même si la personne s'est trompée au départ, elle a orienté sa demande de DA auprès de la caisse de retraite, mais que la caisse de retraite l'évalue en GIR 4, par exemple, elle estime qu'elle en a pas, la caisse de retraite va nous envoyer une évaluation avec la proposition d'un plan d'aide APA, que nous, on va transmettre après la personne, mais ça évite de faire une évaluation et une nouvelle visite. Et inversement. Donc, l'intérêt, c'est vraiment un regard transverse entre ce que je disais tout à l'heure et puis un gain de temps donc pour la réponse apportée à l'usager qui va le dire qu'une seule fois lors d'une seule visite. Ensuite, du coup, là, j'ai cité juste les quelques aides que les personnes âgées en situation de handicap peuvent solliciter. On a la carte mobilité inclusion. Donc, il y en a 3, enfin, il y a 3 niveaux. 2 niveaux, il y a la première qui est la carte de stationnement, donc pour stationner sur les places réservées. Donc là, c'est le périmètre de marche inférieur à 200 mètres qui va être retenu, ce critère. Et puis, il y a l'invalidité ou la priorité. Donc, l'invalidité donne accès également aux mêmes conditions que la priorité, mais elle va plus loin. Et l'invalidité, c'est pour un taux d'invalidité reconnu à plus de 80%. Donc ça, c'est évalué par nos médecins de la MDPH au vu des éléments médicaux donc dans le formulaire MDPH ou nous, en tout cas pour les personnes âgées, s'ils ont déposé une demande de DA, cette demande de DA suffit à étudier la carte de mobilité inclusion. On ne leur demande pas de déposer une demande MDPH. Il faut simplement le certificat médical qui est identique pour l'APA et la CMI. Et puis, elle est automatique. Les cartes sont automatiques pour les bénéficiaires APA qui sont lourdement dépendants en GIR1 et 2. Ensuite, il y a un autre type d'orientation que je vais citer comme ici, c'est vers les établissements socio-médico-sociaux. La MDPH, elle est en charge pour une personne handicapée de l'orienter vers un établissement qui est adapté à ses besoins. Donc, ça peut être des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'hébergement, etc. Les SAVS, SAMSA qu'on verra tout à l'heure. Et donc, quand la personne a moins de 60 ans, mais qu'elle ne peut pas être orientée vers un établissement pour personnes handicapées, mais plutôt on l'oriente vers un établissement pour personnes âgées, là, il faut aussi un accord, une dérogation de la CDAPH qui autorise la personne âgée de moins de 60 ans à rentrer dans un établissement pour personnes âgées, qui normalement est réservé aux plus de 60 ans. Et puis, je notais qu'il y avait une possibilité de financement des frais d'hébergement par l'aide sociale du département. Donc, soit la personne handicapée, elle peut bénéficier de l'aide sociale au titre du handicap si elle a un taux d'invalidité supérieur à 80% avant ses 65 ans et qui est toujours en cours de validité au moment du dépôt de la demande. Sinon, elle peut être prise en charge au titre des personnes âgées dans les autres cas. Mais dans ces cas-là, la différence, c'est quand c'est l'aide sociale auprès des personnes âgées, on va demander on va étudier l'obligation alimentaire, donc la participation éventuelle de ses enfants si elle en a. Et je notais qu'il y avait des conditions de récupération qui n'étaient pas tout à fait les mêmes dans le champ du handicap que des personnes âgées, avec un argent de poche moins important pour les personnes âgées. Donc, les établissements pour personnes handicapées, là, je les ai cités, donc vous les aurez dans le diaporama. Voilà, selon les degrés de besoin d'accompagnement, notamment médical, ce n'est pas le même type d'établissement qui va être choisi. Ce qu'il faut noter, c'est quand même alors la question des personnes handicapées vieillissantes. Certaines qui travaillent notamment dans des ESAT sont souvent, beaucoup ont été hébergées dans un foyer d'hébergement annexé à l'ESAT et se posent la question au moment de leur départ en retraite, en fait, elles ne peuvent plus normalement rester dans le foyer d'hébergement annexé à l'ESAT. Il faut trouver une autre solution en fait d'accueil pour ces personnes handicapées vieillissantes retraitées.
Et dans le Cher, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup en France, mais on a une Marpavie, qui est une résidence autonomie pour les personnes handicapées vieillissantes, qui est située près de Vierzon à Méreau, avec une capacité de 18 places, et qui permet justement d'accueillir ce type de personnes. Tous ces établissements sont habilités à l'aide sociale que j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, on a les établissements pour personnes âgées, donc du coup, qui peuvent accueillir également des personnes handicapées. Donc, je ne sais pas si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, on a l'orientation éventuellement possible en EHPAD ou en USLD, en résidence autonomie pour personnes âgées. Et puis, donc là, pour une entrée avant 60 ans, je vous le disais tout à l'heure, il faut une dérogation accordée par la MDPH. Elles sont également habilitées à l'aide sociale hébergement. Et puis, il existe d'autres types d'habitats partagés pour personnes âgées qui sont considérés comme un domicile. Tout ce qu'on entend parler, c'est les résidences-services seniors, villages seniors, qui pour certains ont un service d'aide à domicile d'accompagnement intégré dans leur structure qui permet aussi de la prise en charge de la perte d'autonomie. Et puis, donc là, je vous ai mis en avant un autre, un peu une nouveauté qui s'est développée grâce aussi à un label qui a été promu par la CNSA, qui est le concept d'habitat inclusif pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Certains habitats inclusifs accueillent à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées, d'autres sont spécialisés dans un public. Mais ici, c'est vraiment le choix que les personnes veulent choisir un mode d'habitation regroupé avec d'autres personnes et partager un projet de vie social et partagé. Ce projet de vie, il est justement construit avec les habitants de cet habitat inclusif. Donc ici, il n'y a pas de notion d'avoir forcément d'être bénéficiaire d'une APA, une PCH. Il faut simplement soit avoir une reconnaissance handicap pour éventuellement rentrer dans ce type d'habitat inclusif au titre du handicap, ou d'être âgé de plus de 65 ans. Dans le Cher, nous, on a lancé un appel à projets en 2022 et on a retenu 15 projets, dont quelques-uns sont déjà ouverts là, depuis l'année dernière. Et puis, pour terminer, alors l'accueil familial social, qui est donc un mode d'hébergement un peu alternatif entre le domicile et l'établissement. Donc, c'est un agrément c'est les familles d'accueil pour personnes âgées, personnes handicapées. Tout le monde ne connaît pas ce type d'accueil, mais il existe assez de façon historique dans le Cher. On a 85 familles agréées, dont 5 couples. On peut accueillir jusqu'à 174 personnes dans le Cher. Alors, c'est aujourd'hui beaucoup utilisé pour les personnes handicapées. Donc, on voit dans le Cher, on a 112 personnes accueillies avec un handicap, un âge moyen de 59 ans. On a 18 personnes âgées aussi accueillies dans ces familles. Et en fait, là, c'est vraiment un hébergement chez un particulier agréé qui est rémunéré. La personne paye un loyer, participe à la vie de la famille. Et c'est on va dire, de l'habitat 7 jours sur 7, donc avec la famille, avec tout ce qui va avec, le contexte qui n'est pas du tout le même que l'établissement, mais qui est vraiment très apprécié aussi par les personnes. Donc, je vous laisse signer. Après, vous pouvez, pour ceux qui veulent des infos, on a sur le site du département une petite vidéo qui explique vraiment bien ce qu'est le métier d'accueillant familial social et, et aussi l'intérêt des personnes d'être accueillies dans ces familles d'accueil. Et puis, pour terminer, du coup, j'ai cité un petit peu les petites difficultés qu'on soulevait. Donc, c'est déjà... Tout à l'heure, je citais des personnes âgées qui ont des pathologies anciennes. C'est difficile de justifier parfois d'un handicap et de ses conséquences sur l'autonomie avant 60 ans. Aujourd'hui, on voit que des places en établissement pour personnes handicapées sont parfois insuffisantes, avec des listes d'attente qui obligent les personnes à s'orienter vers des structures plutôt pour personnes âgées, mais qui sont du coup moins adaptées à leurs besoins. Les structures pour personnes âgées ne sont pas toujours adaptées à la prise en charge des troubles liés au handicap, notamment psychiques ou psychiatriques. Pas toujours non plus adapté aux déficiences intellectuelles. Et aujourd'hui, on constate un manque de formation ou d'équipes dédiées dans ces établissements. Donc là, c'est un axe vraiment qui est travaillé, en tout cas dans le Cher, avec l'Agence régionale de santé et le département, dans le cadre du nouveau PRIAC, le plan de développement des places dans les établissements. On va rechercher vraiment à développer des nouvelles unités spécialisées, alors type peut-être les UPHV, et mettre en place des formations au personnel de ces établissements pour personnes âgées pour mieux accompagner les personnes handicapées vieillissantes qui rentrent dans ces établissements.
Et puis parfois, on voit que les familles n'ont pas anticipé ou très peu la prise de relais. Donc les parents vieillissent beaucoup et ils n'ont pas anticipé du tout des stages dans des établissements, des accueils temporaires de leurs enfants qui, malgré tout, des fois aussi, comme on l'a dit, vont rentrer en urgence dans des structures pour personnes âgées. Voilà, et sans trop être préparés. Voilà, et puis la notion de parcours des travailleurs ESAT aussi, c'est ce que je citais tout à l'heure. Donc là, je vous ai juste mis les deux contacts, notre MDPH du Cher et puis de la communauté 360. Alors, il en existe une dans chaque département. C'est un numéro vert gratuit. Alors, nous, dans le Cher, elle est gérée par les PEP 18. Et elle est vraiment là, c'est une ligne d'écoute, d'orientation et de coordination pour les solutions adaptées aux personnes handicapées et leurs aidants. Donc, si vraiment, en tant que professionnel ou famille, voilà, vous êtes confronté à ne pas savoir comment gérer la situation d'un proche, hein, vous pouvez contacter cette plateforme qui va vous orienter vers les bons interlocuteurs et travailler avec les acteurs pour trouver une solution adaptée à la situation. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Et puis, on va laisser la parole à Madame Prévost. Merci. Merci. Alors, je vais faire suite à tout ce que vous venez de décrire. En tout cas, moi, je vais faire un petit focus très synthétique. L'idée, c'est que vous ayez vraiment rapidement une idée assez précise de comment fonctionne un SAMSA, mais un SAVS également. Je vous décrirai donc le public, les missions, l'équipe de coordination hein, qui opère au sein d'un SAMSA et les modalités d'admission qui sont assez importantes à comprendre dans le cadre d'orientation par des partenaires, ce qui pourrait être votre cas. Donc, au niveau du public, un SAMSA qui est donc un service d'accompagnement médico-social pour personnes en situation de handicap. Nous concernant, au niveau de la PEF France Handicap dans le Loiret, nous, on s'est spécialisé pour un public porteur de handicap moteur, particulièrement avec troubles cognitifs associés. Avec ou sans trouble, pardon. Donc, c'est pour un public adulte à partir de 18 ans et je dirais jusqu'à 60 ans si comment dire, l'handicap n'a pas été reconnu avant ses 60 ans. Donc, voilà, on peut passer à la slide suivante. Les missions d'un SAMSA. Alors, comme je voulais vous l'expliquer, un SAMSA, c'est un service qui assure une coordination et médicale et sociale auprès de la personne. Cette personne doit être absolument orientée vers nos services après avoir reçu une notification MDPH. Sans cela, nous ne pouvons pas étudier sa demande. Au niveau de la coordination médicale, l'équipe va, on va dire, œuvrer avec différents partenaires pour assurer le parcours de soins de la personne, éviter toutes les ruptures. Ça peut être des personnes qui, effectivement, se retrouvent sans médecin traitant ou sans spécialiste. Et puis, l'équipe sociale, elle va œuvrer autour d'objectifs un petit peu plus élargis qui peuvent être l'accès au droit ou le maintien au droit. Ça va être tout ce qui tourne autour de la gestion administrative et budgétaire, la demande de logement adapté, l'accès à la formation et l'emploi quand cela est encore possible, l'accès aux formations loisirs, etc. Et on propose également un soutien psychologique pour les personnes qui le souhaitent. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour assurer cette coordination, effectivement, cette double équipe travaille avec de nombreux partenaires et un réseau assez étendu. Et là, je vous ai mis, on va dire, un petit peu le volet, voilà, le type de nos partenaires. Mais dans chaque département, j'imagine bien que
d'autres réseaux associatifs peuvent être développés. Mais voilà, globalement, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces partenaires. On peut passer à la slide suivante. Je voulais juste passer un petit peu de temps sur la composition de l'équipe. C'est une équipe pluridisciplinaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça ne vient pas. L'équipe pluridisciplinaire. Il y a un petit souci, je pense. Elle est composée donc au niveau de l'équipe médicale d'un médecin coordinateur, de 2 infirmières. Chez nous, en tout cas, il y a une IDEC, donc une infirmière coordinatrice et une infirmière, une aide-soignante. Toutes ces personnes sont bien que dans de la coordination, jamais elles ne procèdent à des soins au domicile de la personne. Voilà, et au niveau de l'équipe sociale, donc l'équipe est essentiellement composée d'une assistante sociale, de 2 AMP ou AES aujourd'hui, des ergothérapeutes. Voilà, ça y est, la slide revient. Ouais. Il y a un petit Est-ce que vous la voyez souci. bien? Oui, il manque un petit bout tout au bout, mais bon, c'est pas très grave. Je disais donc une psychologue, une neuropsychologue et des ergothérapeutes, si je n'ai oublié personne. Pour faire fonctionner le service, effectivement, il y a bien des secrétaires, moi-même qui suis adjointe de direction et un directeur au niveau du pôle. Voilà. Merci. On peut passer à la slide suivante. C'est peut-être la partie aussi la plus importante pour nous au niveau donc effectivement de l'orientation. Nous, on a fait le choix de procéder à une orientation, comment dire, par une prise de contact, je dirais, directe des personnes ou de leur entourage familial ou des partenaires. Donc, il s'agit de nous contacter par téléphone. Là, on procède au renseignement d'une fiche premier contact. Cette fiche premier contact, elle est effectivement présentée une première fois en réunion d'équipe. Cette réunion, elle permet notamment de vérifier avec ces premiers éléments, on va dire, de la bonne... comment dire, de la bonne... que la personne soit au bon endroit, je dirais, voilà, tout simplement. Parce que ce que je n'ai pas forcément expliqué, c'est que chaque SAMSA ou SAVS développe une certaine expertise auprès d'un public. Donc, moi, je vous l'ai dit en début de présentation, en ce qui concerne le SAMSA SAVS de l'APF France Handicap du Loiret, on a une expertise aujourd'hui qui est portée sur l'handicap moteur avec troubles ou non associés. Mais d'autres SAMSA SAVS ont développé d'autres expertises pour des publics divers et variés, ne serait-ce que l'handicap psychique ou autre. Donc, il est important de s'adresser au bon service. Nous, une fois qu'on a vérifié que la personne est au bon endroit, on décide de programmer une première visite à domicile pour évaluer la situation de la personne, évaluer aussi ses besoins. Voilà. Et ensuite, au regard de ce complément d'informations recueilli en première évaluation, cette situation est passée en commission d'admission et à la suite duquel on adresse un courrier de réponse à la personne. Donc, j'insiste bien sur le fait que la personne doit avoir une notification MDPH lorsqu'elle s'adresse à nous. Voilà. Souvent, les personnes sont un petit peu démunies ou perdues dans les démarches à réaliser, mais voilà, ça me paraissait important d'insister. On va passer là-dessus. C'est fini. Voilà, donc je laisse la parole à ma collègue
Madame Depienne qui va pouvoir vous présenter donc le RHR du Centre Val-de-Loire. Bonjour à tous. Donc moi, je vous présente l'équipe Relais Handicap Rare Centre Val-de-Loire, qui est donc un dispositif régional. On peut passer à la diapo suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter le handicap rare, qui est une notion un peu complexe. Donc c'est l'intrication de 3 éléments. Vous avez d'abord la rareté des publics. Donc à partir de 1 personne sur 10 000 atteintes de ce type de handicap, on est dans la prévalence du handicap rare. Ça doit être imbriqué avec la rareté des combinaisons de déficiences. L'exemple le plus simple à comprendre qu'on donne, c'est l'association d'une déficience auditive avec une déficience visuelle. Voilà, cette association-là est rare et engendre une rareté et complexité des technicités. Si je reprends cet exemple-là, on va trouver des professionnels ou des établissements formés à la déficience auditive. On peut trouver aussi des professionnels et des établissements formés à la déficience visuelle. Quand il faut avoir l'expertise de la surdicécité, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette double déficience, c'est plus compliqué, d'autant qu'il ne s'agit pas simplement d'associer les 2 expertises. La définition du handicap rare, elle est aussi, oui, on peut changer de diapo. On la trouve aussi dans la loi de 2002. Donc, il y a 5 champs. Le premier, c'est donc l'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave, la surdicécité. L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves. L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves. La dysphasie grave, qu'elle soit ou non associée à une autre déficience. Et ensuite, vous avez la 5e catégorie qui regroupe plus de choses, dont certaines maladies rares. Donc, l'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique grave ou évolutive, telles que les affections mitochondriales, une affection du métabolisme, une affection évolutive du système nerveux et l'épilepsie sévère. C'est souvent un petit peu compliqué de réussir à déterminer si on est bien dans le champ du handicap rare ou pas. Nous, on ne va pas se baser sur le diagnostic pour déterminer si on est dans le champ du handicap rare, mais vraiment sur les conséquences de la maladie ou de l'accident de vie de la personne sur son quotidien. Donc, les équipes relais handicap rare, il y en a une par région. L'idée, c'est que si une personne est accompagnée par une équipe relais handicap rare et déménage, elle puisse être accompagnée dans sa nouvelle région par une autre équipe relais handicap rare et d'harmoniser l'accompagnement. On fait donc partie du dispositif intégré handicap rare qui regroupe aussi le GNCHR, qui est le groupement national de coopération handicap rare, qui regroupe toutes les équipes relais et qui a des relations au niveau national avec la DGCS et la CNSA. Plus particulièrement. Et il y a aussi les centres nationaux ressources handicap rares qui, eux, ont chacun une expertise, puisqu'ils ont vraiment ce rôle-là d'expertise clinique, de développement des compétences et d'animation de réseaux spécialisés et de formation aussi. Donc, vous avez Robert Laplane qui accompagne les personnes avec une déficience auditive grave et des troubles associés. La Pépinière qui accompagne les personnes avec une déficience visuelle et des troubles associés. Le CRESAM qui accompagne les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle et auditive, et phare qui accompagne les personnes qui sont atteintes d'épilepsie sévère. Eux, ils interviennent sur tout le territoire national. On peut passer à la diapo suivante. Donc, qui peut nous solliciter? Eh bien, en fait, toute personne qui se pose une question en lien avec du handicap rare, que ce soit la personne qui est atteinte elle-même, que ce soit des professionnels, des proches aidants, les MDPH parfois nous sollicitent, l'ARS directement, le droit commun, donc on peut être sollicité aussi par exemple, l'éducation nationale, le lieu de travail. Et nous, on va intervenir à tout âge de la vie, sans orientation par la MDPH. Donc, il n'est pas nécessaire ni d'avoir une notification de la MDPH pour qu'on intervienne, ni qu'il y ait un dossier MDPH en cours et une reconnaissance du handicap. Et on intervient aussi quel que soit le lieu de vie. On est financé par l'ARS, donc on ne demande pas de participation financière aux personnes qu'on accompagne, ni aux établissements pour nos interventions. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, les raisons pour nous solliciter, elles sont vraiment très larges. On va vraiment intervenir en fonction de la demande et des besoins que nous, on pourrait aussi parfois repérer. Donc, ça peut être pour obtenir un soutien ou une évaluation. Ça peut être pour bénéficier simplement de conseils et d'informations spécifiques. Parfois, voilà, on a juste quelques relations par téléphone pour essayer de répondre à quelques questions sur le quotidien ou réorienter vers les bons dispositifs. Partager des connaissances, des expériences et des pratiques, puisqu'on intervient sur toute la région, on a un regard assez large sur ce qui peut se faire. Et généralement, la réponse concernant le champ du handicap rare n'existe pas, il faut la créer de toute pièce. Donc, c'est intéressant qu'on ait ce regard-là sur toute la région. Pour mobiliser les acteurs et faciliter la coordination, quand il y a soit un manque de partenaires autour de la situation pour laquelle on nous sollicite, soit beaucoup de partenaires et un besoin de coordination, c'est un rôle qu'on peut tenir. Anticiper les transitions et éviter les ruptures de parcours. Alors là, on est à l'origine même de la raison des créations des équipes relais handicap rare. Et apporter un appui à la formation, l'information, au développement des compétences collectives. Donc, on va le faire au travers de sensibilisation, par exemple dans le cadre de l'accompagnement de situations. Et on propose aussi des sensibilisations un peu plus larges, mais j'en parle, je crois, dans la page suivante. On peut passer à la page suivante. Ça ne fonctionne pas. Ah si. Alors, le cheminement de la demande. Quand on nous contacte, généralement, on nous contacte par téléphone. Donc, vous aurez les coordonnées à la fin et puis la plaquette vous sera envoyée, il me semble. Donc, nos coordonnées téléphoniques. Ou alors, vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet ou par mail. Quand on est contacté à l'écrit, généralement, on rappelle, puisque comme j'expliquais, on va se baser vraiment sur les conséquences du handicap sur le quotidien de la personne. Donc, on a besoin d'avoir pas mal d'éléments pour statuer si on est bien dans le champ du handicap rare ou pas. Ensuite, on a une réunion d'équipe qui se tient grosso modo toutes les semaines, c'est pour vous donner une idée de nos délais, et on va échanger lors de cette réunion pour déjà s'assurer qu'on est bien dans le champ du handicap rare. Si ce n'est pas le cas, essayer de trouver des pistes de réorientation, et si c'est le cas, essayer déjà de déterminer ce qu'on pourrait proposer dans l'accompagnement de la personne. Est-ce qu'on a vraiment une plus-value, des choses à proposer ou pas? Si c'est le cas, on propose une évaluation sur des besoins sur le ou les lieux de vie de la personne. Donc, c'est une évaluation sociale. On essaie de comprendre le parcours de la personne, quelle est vraiment sa demande. Et puis, nous, on peut aussi repérer d'autres besoins et proposer d'autres pistes d'accompagnement. On élabore ensuite donc le projet en co-construction avec la personne et il y a toute la période de réalisation et de suivi du projet qui là est variable en fonction de la demande. Ça peut être quelques mois, ça peut être plusieurs années, on n'est pas limité dans notre temps d'intervention. Si on a répondu aux besoins de la personne, qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, on propose la clôture administrative du dossier. Et ensuite, si à un moment donné, dans l'évolution, dans le parcours de la personne, il est de nouveau nécessaire de faire intervenir l'équipe relais handicap rare, on recommence assez simplement au début par un coup de téléphone et on reprend notre intervention. On essaie vraiment de simplifier au maximum notre intervention. Donc, pour nous contacter, donc par mail, par téléphone, on a aussi un site internet et puis on a une page LinkedIn sur laquelle on communique sur nos actions parce qu'on propose aussi ce qu'on appelle des focus, donc d'une façon un peu plus large, par exemple sur l'épilepsie qui est animée par un neurologue. On en anime un autre sur le syndrome Prader-Willi, sur lesquels on essaie un peu de déconstruire les idées reçues et de faire en sorte que dans la région, il y ait un socle de connaissances commun à toute personne qui s'intéresse au sujet. C'est ouvert aux professionnels, aux personnes concernées, aux proches aidants, toute personne qui est intéressée. Et puis, on essaie aussi de relayer les informations des autres dispositifs dans le champ du handicap sur cette page LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais clôturer assez rapidement, mais on a légèrement dépassé, mais ça en valait la peine parce que c'était très, très intéressant. Je vous remercie à toutes les 5 d'avoir pu être là, ce téléstaff, et partager vos missions et vos expériences.
Du coup, je vous invite à déjà mettre dans votre agenda la prochaine date pour le téléstaff du mois de mars, qui sera le 11 mars. Donc, c'est assez rapide. Ça va arriver d'ici 2 semaines et demie. Et on parlera des thérapies non médicamenteuses. Pardon. Ça, c'était la première info. Par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tout vous sera envoyé par mail, donc la présentation des intervenantes, ainsi que le compte-rendu, et on établira une fiche pratique comme on fait habituellement. Et aussi, je voulais vous parler du congrès, les JVMA, qui aura lieu au mois de mars, donc les 26 et 27 mars prochains, au Palais des Congrès à Tours. Je vais vous mettre dans le chat le programme. Il y a plein de choses très intéressantes sur ces 2 jours, les actualités gériatriques notamment. Il y aura une table ronde sur le programme ICOP, des sessions médico-sociales sur le domicile. C'est vraiment un congrès pluridisciplinaire. Donc, je vous invite à aller voir le programme que je vais vous mettre dans le chat. Et puis, pour vous inscrire, c'est sur le site internet que vous aurez notamment aussi dans le chat. Voilà pour les infos. Peut-être que vous avez aussi des questions. Je sais qu'on a dépassé, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est le moment. Tous les micros sont ouverts. J'ai mis le lien dans le chat. Est-ce que déjà vos micros sont ouverts? Est-ce que vous pouvez intervenir pour ceux qui le souhaitent? N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions voilà, pour compléter. C'est vrai que notre présentation était assez dense, mais il y a peut-être des questionnements plus précis que vous aviez sur des situations ou sur les démarches, etc. Donc, tout était très clair alors. Oui. Ou très dense. Ou très dense aussi, c'est vrai. Donc, voilà, quelques-uns, il y en a comme beaucoup qui sont restés connectés, mais il y en a quelques-uns qui sont partis avant l'heure, mais on est encore nombreux. Oui, pas beaucoup, un petit peu, non, oui. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous toutes pour vos interventions très, très riches. Et merci à tous ceux qui ont pu se connecter aujourd'hui pour ce téléstaff. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres sujets aussi riches et aussi variés. Voilà, merci à tous. Merci à tous pour votre écoute et puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.